je m'appelle Garance. J'ai 29 ans et, depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris à n'être qu'un élément du décor, une figurante muette dans le grand théâtre de ma propre famille. Si vous regardiez nos albums photos, vous verriez toujours la même dynamique. Au centre, rayonnante, habillée de couleurs vives, ma sœur aînée Sidonie. Et quelque part dans un coin, souvent flou ou à moitié coupé du cadre, moi, avec mes vêtements ternes et mon sourire timide. Sidonie a 3 ans de plus que moi, et pour mes parents, Jacques et Valérie, elle a toujours été le soleil autour duquel notre petit monde devait graviter. Elle représentait tout ce qu'ils adoraient, l'exubérance, le charme facile, cette capacité à attirer l'attention sans même faire d'effort. Moi, j'étais l'antithèse de ce brillant chaos. J'étais calme, studieuse, économe, et aux yeux de ma famille, désespérément ennuyeuse. Mais avant de vous plonger dans le récit de cette soirée fatidique qui a fait voler en éclats 30 ans de dynamique familiale toxique, j'aimerais prendre un court instant pour nous connecter. Je sais que nous sommes nombreux à vivre ces injustices en silence. Alors, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que ma voix traverse les frontières pour atteindre des gens qui, peut-être, se sentent aussi seuls que je l'ai été. Grandir à Bordeaux avec Sidonie était une épreuve quotidienne pour l'estime de soi. Bordeaux est une ville magnifique, bourgeoise, où l'apparence est souvent érigée en religion. Mes parents n'étaient pas riches, loin de là, mais ils jouaient à l'être. Ils vivaient dans le culte du paraître. Pour eux, réussir sa vie ne signifiait pas être heureux ou en sécurité, cela signifiait avoir une belle voiture devant la maison, porter des vêtements de marque, et être invité aux bonnes soirées. Sidonie a très vite compris les règles de ce jeu superficiel. Elle était médiocre à l'école, détestait l'effort intellectuel, mais elle avait un don inné pour manipuler son image. Je me souviens d'un soir, j'avais 14 ans. J'étais rentrée à la maison avec un bulletin scolaire parfait, une moyenne générale qui me plaçait en tête de ma classe. J'avais couru vers le salon pour le montrer à ma mère. Elle était en train d'ajuster une robe sur Sidonie pour une fête d'anniversaire. Quand je lui ai tendu mon bulletin, elle y a jeté un coup d'œil distrait et a dit « C'est bien Garance, pose-le sur la table ». Puis elle s'est retournée vers Sidonie et s'est écriée « Oh ma chérie, cette couleur te va à ravir, tu vas être la reine de la soirée, tout le monde ne regardera que toi ». J'ai ramassé mon bulletin et je suis montée dans ma chambre sans un bruit. Ce soir-là, j'ai compris que peu importe mes efforts, je ne brillerai jamais assez pour éclipser l'éclat artificiel de ma sœur. Aujourd'hui, je suis actuaire. C'est un métier que la plupart des gens, y compris ma famille, ne comprennent pas vraiment. Ils savent que cela a un rapport avec les mathématiques, les probabilités et la gestion des risques financiers. Pour Sidonie, c'est la profession la plus soporifique de la Terre. À chaque repas de famille, elle adore dire « Garance passe ses journées à compter la mort des gens et les accidents de voiture, quel funeste passe-temps ». Elle rit, mes parents rient, et je souris poliment. Ce qu'ils ignorent, c'est que mon métier m'a appris une compétence vitale, l'analyse froide et objective de la réalité. Je sais repérer une structure fragile. Je sais quand un investissement est solide et quand il n'est que du vent. Et ma famille, malheureusement, a toujours été un investissement à perte. Sidonie, elle, travaille dans la communication et l'événementiel. Un titre ronflant pour dire qu'elle organise des soirées et gère l'image de quelques marques locales. Elle gagne correctement sa vie, mais elle dépense chaque euro avant même de l'avoir gagné. Elle vit dans l'immédiateté absolue. Si elle voit un sac à main à 2000 €, elle l'achète, quitte à manger des pâtes pendant 3 mois ou à faire exploser son découvert autorisé. Elle a épousé Thibaut, un agent immobilier qui lui ressemble trait pour trait, beau parleur, ambitieux en apparence, mais criblé de dettes pour maintenir un train de vie qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Moi, je suis l'écureuil de la famille. Je vis bien en dessous de mes moyens. Je loue un petit appartement de 2 pièces près de la place de la Bourse. Il est propre, fonctionnel, mais n'a rien de luxueux. Je conduis une voiture qui a 10 ans. Je n'achète jamais de vêtements qui ont un logo visible. Pour mes parents et ma sœur, je suis la radine de service, la vieille fille qui a peur de dépenser, celle qui rate sa vie parce qu'elle ne sait pas en profiter. Ils me regardent avec une pitié condescendante, me donnant sans cesse des conseils sur comment m'habiller mieux, comment vivre mieux, comment être plus comme eux. Mais il y a un secret. Un secret immense,
l'or est doré que je garde précieusement depuis 7 ans. Un secret qui vaut plus d'1 million d'euros et qui change toute la perspective de notre histoire. 2. La forteresse invisible. Mon rapport obsessionnel à l'argent et à la sécurité ne vient pas de nulle part. Il trouve sa racine dans une nuit traumatisante de mes 12 ans, une nuit dont Sidonie ne se souvient probablement même pas, car elle dormait à poings fermés ou choisissait, comme toujours, d'ignorer la réalité. C'était en plein hiver. Je m'étais réveillée, assoiffée. En descendant les escaliers pour aller à la cuisine, j'ai entendu des voix étouffées, des sanglots. La porte du salon était entr'ouverte. J'ai vu mon père, assis à la table, la tête entre ses mains, le dos voûté par un poids invisible. Ma mère faisait les 100 pas, les yeux rouges et gonflés. Il parlait de la banque, d'un crédit relais qu'il n'arrivait pas à rembourser, d'huissiers qui menaçaient de venir saisir les meubles et la voiture. J'ai entendu le mot faillite prononcé avec terreur. J'ai découvert ce soir-là que notre vie confortable, nos vacances au ski, les belles robes de Sidonie, tout cela était bâti sur du sable mouvant, sur une montagne de dettes que mes parents ne maîtrisaient plus. La peur que j'ai ressentie cette nuit-là a été viscérale. Une peur froide, paralysante. L'idée que l'on puisse venir nous prendre notre maison, que l'on puisse se retrouver à la rue parce qu'on avait voulu paraître plus riche qu'on ne l'était, m'a marqué au fer rouge. Ils ont réussi à s'en sortir in extremis, en empruntant de l'argent à un oncle éloigné et en vendant des bijoux de famille, mais la leçon était apprise. J'ai juré, dans le silence de ma chambre d'enfant, que jamais je ne me retrouverais dans cette position de vulnérabilité. J'ai juré que ma sécurité ne dépendrait de personne d'autre que de moi-même. C'est ainsi qu'a commencé ma double vie. Dès mes premiers stages rémunérés, j'ai commencé à épargner avec une discipline monacale. Quand mes amis de fac partaient en week-end à Barcelone ou s'achetaient le dernier iPhone, je mettais cet argent sur un compte bloqué. Je lisais des livres sur l'investissement immobilier, la bourse, la fiscalité. Je suis devenue une experte en silence. À 23 ans, alors que Sidonie claquait son premier salaire dans une semaine de vacances aux Maldives, j'ai signé l'acte d'achat de mon premier studio. Un petit bien vétuste près du campus universitaire, que j'ai rénové moi-même les soirs et les week-ends. Je l'ai mis en location. Le loyer couvrait le crédit et me laissait un petit bénéfice. J'ai réinvesti ce bénéfice. 2 ans plus tard, j'ai acheté un deuxième appartement. Puis un petit immeuble de rapport en périphérie. L'effet boule de neige a fonctionné à merveille, aidé par mon salaire d'actuaire qui augmentait régulièrement. Mais le joyau de ma couronne, mon chef-d'œuvre, c'est l'acquisition que j'ai faite l'année dernière. Une villa classée, une véritable maison de maître en pierre de taille, située à Le Bouscat. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, Le Bouscat est l'une des communes les plus prisées de la métropole bordelaise, synonyme de calme, de verdure et de bourgeoisie discrète. La maison fait 250 mètres carrés, possède 7 pièces, des parquets anciens, des moulures au plafond, un jardin de 800 mètres carrés et une piscine. Je l'ai achetée lors d'une vente successorale complexe, une affaire en or que j'ai pu saisir car j'avais les liquidités disponibles. Je ne vis pas dedans. Je la loue à une famille de diplomates étrangers pour un loyer mensuel qui ferait faire une crise cardiaque à mon père. À 29 ans, mon patrimoine net dépasse le 1 200 000 €. Mais je continue de vivre dans mon petit 2 pièces en location. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à des inconnus. Ma richesse est ma liberté, ma sécurité, mon armure contre le monde. Ce n'est pas un outil de validation sociale. Personne dans ma famille n'était au courant. Personne, sauf ma tante Béatrice. La sœur aînée de ma mère, la brebis galeuse de la famille. Béatrice a toujours été différente. Célibataire endurcie, fumeuse, dotée d'un franc-parler dévastateur et d'un mépris total pour les conventions sociales. Elle m'avait aidé pour les démarches notariales de ma première acquisition car elle connaissait bien le milieu juridique. Elle était ma seule confidente, la seule personne qui me regardait avec admiration et non avec pitié. Elle me disait souvent, en allumant une cigarette fine, « Tu es plus maligne que tous réunis, Garance. Un jour, ils vont tomber de leur piédestal, et ça fera beaucoup de bruit. » Je ne savais pas à quel point elle avait raison. Je pensais pouvoir garder ce secret éternellement, continuer à jouer le rôle de la petite sœur effacée pour maintenir la paix familiale. Mais le destin,
sous la forme d'une invitation à une crémaillère, en a décidé autrement. 3. L'appel du devoir et du mépris. C'était un mardi soir pluvieux, typique de l'automne bordelais. Je rentrais du travail, épuisé après une longue journée d'analyse de risque. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Le nom Sidonie s'est affiché. J'ai ressenti cette contraction familière dans l'estomac, ce mélange d'appréhension et de lassitude. Les appels de Sidonie n'étaient jamais de simples conversations. C'étaient soit des monologues sur sa vie fabuleuse, soit des demandes de services déguisés. J'ai décroché. Allô, Sidonie ? Garance. Tu ne devineras jamais. A-t-elle hurlé dans le combiné, manquant de me percer le tympan. Je ne sais pas, dis-moi, ai-je répondu, essayant de feindre l'enthousiasme. On a eu l'appartement. Celui au Chartron. Tu sais, le T3 avec vue latérale sur la Garonne. Thibaut et moi venons de signer le bail. C'est officiel, on déménage dans la cour des grands. J'ai fermé les yeux un instant. Les Chartrons. Le quartier le plus branché, le plus bobo et le plus cher de Bordeaux. Un T3 là-bas devait coûter une fortune en loyer. C'est super, Sidonie. Félicitations, ai-je dit. Super ? C'est incroyable, oui. C'est le symbole de notre réussite. Parquet d'époque, hauteur sous plafond de 3 mètres, cheminée en marbre. Le loyer est un peu élevé, 1800 € par mois, mais bon, la qualité de vie, ça se paie. Pas comme ton petit clapier humide en centre-ville, hein ? La pique était gratuite, comme toujours. Mon appartement n'était ni un clapier, ni humide. Mais pour Sidonie, tout ce qui n'était pas luxueux était forcément misérable. Je suis très bien chez moi, Sidonie, ai-je répliqué calmement. Oui, oui, on sait, tu te contentes de peu, c'est ta nature. Bref, écoute. On fait la crémaillère samedi prochain. On invite tout le monde, maman, papa, les cousins, et même quelques collègues influents de Thibaut. Ça va être l'événement de l'année. Je serai là, bien sûr. Attends, je n'ai pas fini. J'ai besoin que tu viennes plus tôt. Genre vers 16 h. Pourquoi si tôt ? La fête commence à 19 h, non ? Oui, mais le traiteur ne livre que les plats principaux. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à dresser les amuse-bouches, mettre en place la verrerie, vérifier que tout est nickel. Et puis, tu sais que je suis nulle en organisation logistique, je panique pour un rien. Toi, tu es maniaque, c'est parfait pour toi. J'ai serré les dents. Encore une fois. J'étais la main-d'œuvre gratuite, l'organisatrice de l'ombre pour que la princesse puisse briller sans se salir les mains. Sidonie, je travaille le samedi matin sur un dossier, je serai fatiguée. Oh allez, Garance. Ne sois pas égoïste pour une fois. C'est un grand jour pour moi. Et puis, ça te fera sortir un peu de ta grotte. Ah, et s'il te plaît, fais un effort vestimentaire. Ne mets pas tes trucs gris informes habituels. Il y aura des gens importants. Essaie de ressembler à quelque chose, pour ne pas me faire honte. J'ai failli raccrocher. J'ai failli lui dire d'aller se faire voir, elle et son appartement loué trop cher avec de l'argent qu'elle n'avait pas. J'ai failli lui dire que je pouvais acheter son immeuble entier si je le voulais. Mais la vieille habitude de soumission familiale était ancrée trop profondément. Des années de conditionnement m'empêchaient de me rebeller. D'accord, Sidonie. Je serai là à 16 h. Merci sœurette. Tu es un ange. À samedi. Elle a raccroché sans me demander comment j'allais. Je suis restée là, le téléphone à la main, dans le silence de mon appartement. Je me sentais petite, insignifiante. Pourquoi acceptais-je d'être traitée ainsi ? Peut-être parce que, malgré tout, au fond de moi, la petite fille de 12 ans cherchait encore désespérément leur approbation. Une approbation qui ne viendrait jamais, je le savais, mais que je ne pouvais m'empêcher de poursuivre. 4. L'alliance de l'ombre. Le samedi matin est arrivé, gris et venteux. Avant de me rendre au palais de ma sœur, je suis allée en ville pour acheter un cadeau de crémaillère. Je voulais quelque chose de substantiel, d'utile et de durable. Après avoir hésité devant plusieurs vitrines, j'ai opté pour une machine à café automatique haut de gamme, une marque suisse réputée pour sa robustesse.
Ce n'était pas l'objet le plus glamour ou le plus flashy, mais c'était le meilleur café qu'on pouvait faire à la maison. C'était un cadeau généreux, coûtant plusieurs centaines d'euros, mais qui restait sobre dans son design. C'était tout moi, la qualité avant l'apparence. En sortant du magasin avec mon gros paquet sous le bras, j'ai décidé de m'arrêter prendre un thé pour me donner du courage. En m'installant à la terrasse chauffée d'un café, j'ai aperçu une silhouette familière. C'était tante Béatrice. Elle était assise seule, une tasse de café noir devant elle et une cigarette fumante à la main. Elle portait sa veste en cuir un peu usée qu'elle traînait depuis 20 ans et ses lunettes de soleil, même si le ciel était couvert. Je me suis approchée. « Bonjour, tante Béatrice. » Elle a relevé ses lunettes et un sourire complice a illuminé son visage marqué par le temps. « Tiens, voilà la magnate de l'immobilier bordelais. » S'est-elle exclamée assez fort pour que je sursaute et regarde autour de moi, terrifiée que quelqu'un entende. « Chut. Pas si fort, ai-je chuchoté en m'asseyant précipitamment en face d'elle. « Détends-toi, personne n'écoute. » « Tu as l'air ravie d'aller à cette fête, a-t-elle ironisé. « Tu as une tête d'enterrement. » J'ai soupiré et commandé un thé vert. Sidonie m'a demandé de venir faire la boniche avant l'arrivée des invités, ai-je avoué, l'amertume perçant dans ma voix. Elle m'a demandé de venir préparer la salle et elle m'a critiqué sur mes vêtements avant même que j'arrive. Elle a peur que je lui fasse honte. Cette petite peste, a grogné Béatrice en écrasant sa cigarette avec rage dans le cendrier. Elle ne change pas. Et tes parents? Ils cautionnent ça? Ils sont aux anges. Papa m'a envoyé un message ce matin pour me dire à quel point il était fier que Sidonie réussisse si bien socialement. Il a dit que c'était le triomphe de l'éducation qu'ils nous ont donné. Réussir socialement? PFF, louer un appartement au-dessus de ses moyens pour impressionner des gens qu'on n'aime pas, avec de l'argent qu'on n'a pas, c'est la définition de la bêtise, pas de la réussite. Tes parents sont aveugles, Garance. Ils confondent l'or et le plaqué or. Béatrice m'a regardé droit dans les yeux, son regard perçant adouci par une profonde affection. Garance, jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Tu vaux 100 fois mieux qu'eux. Tu es intelligente, tu es autonome, tu es riche, bon sang. Pourquoi tu te laisses piétiner comme un paillasson? Parce que c'est ma famille, tante Béatrice. Et parce que, je ne veux pas devenir comme eux. Je ne veux pas que l'argent définisse qui je suis. Je ne veux pas entrer dans leur compétition malsaine. Mais l'argent ne te définit pas. C'est ton silence qui te définit en ce moment. Tu les laisses croire que tu es inférieur. Ce n'est pas de l'humilité, ma chérie, c'est du masochisme. Il y a un moment où tendre l'autre joue ne suffit plus. Il faut parfois rendre les coups pour se faire respecter. Elle a marqué une pause, allumant une autre cigarette. Je viens ce soir, a-t-elle annoncé soudainement. Vraiment? D'habitude tu fuis les réunions de famille comme la peste. Tu dis toujours que tu préfères t'arracher une dent que d'écouter les vantardises de Thibaut. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que Sidonie va dépasser les bornes ce soir. Elle est trop excitée, trop sûre d'elle. Et si elle le fait, si elle t'attaque, je ne resterai pas silencieuse. Quelqu'un doit remettre l'église au milieu du village, et si tu ne le fais pas, je le ferai. J'ai souri faiblement. La présence de Béatrice me rassurait, mais elle m'inquiétait aussi. Je savais que si elle ouvrait la bouche, cela ferait des dégâts considérables. Béatrice ne faisait pas dans la dentelle. Je suis rentrée chez moi pour me préparer. J'ai suivi le conseil de Sidonie, à ma manière. J'ai choisi une robe bleu marine, coupe droite, en soie naturelle. C'était une pièce de créateur, très chère, achetée dans une boutique confidentielle, mais sans aucun logo apparent. Aux yeux d'un néophyte, c'était une robe simple, presque banale. Aux yeux d'un connaisseur, c'était le comble du chic et de l'élégance. Je savais que Sidonie ne verrait que la simplicité et la jugerait ennuyeuse. C'était parfait. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers le quartier des Chartrons. En garant ma vieille Clio rayée entre une Porsche Cayenne rutilante et une Mini Cooper flambant neuve, j'ai pris une grande inspiration. J'avais l'impression d'entrer dans la fosse aux lions, armée seulement d'une machine à café et de ma patience infinie. Mais je ne savais pas encore que ce soir, les rôles allaient s'inverser de la manière la plus spectaculaire qui soit.
V. Cendrillon au Chartron. L'immeuble était impressionnant, je dois l'admettre. Une façade en pierre blonde récemment ravalée, un hall d'entrée sécurisé avec vidéophone, un ascenseur en verre et métal brossé. C'était le genre d'endroit qui criait « Regardez-moi, je suis important ». Je suis monté au 3e étage. La porte de l'appartement était déjà entr'ouverte, laissant échapper une musique lounge, ce genre de rythme répétitif qu'on entend dans les bars d'hôtels branchés. À peine avais-je franchi le seuil que Sidonie a surgi devant moi. Elle était magnifique, il faut le reconnaître, dans une robe à paillettes dorées qui moulait parfaitement sa silhouette et capturait la lumière. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon savamment décoiffé. Mais son visage était crispé par le stress, ses yeux scannaient la pièce à la recherche de la moindre imperfection. « Tu es en retard. Il est 16h05. » m'a-t-elle lancé sans un bonjour. « Bonjour à toi aussi, Sidonie. Désolée pour les 5 minutes, le stationnement est compliqué dans le quartier. Tiens, c'est pour la crémaillère. » Je lui ai tendu le gros paquet. Elle l'a pris distraitement, le soupesant à peine, et l'a posé sur un tas d'autres cadeaux déjà arrivés sans même regarder ce que c'était ni lire la carte. Merci. Bon, viens vite. Le traiteur a livré les plateaux mais il faut tout disposer sur l'îlot central de la cuisine. Et les coupes de champagne sont encore dans les cartons de déménagement, il faut les rincer et les essuyer une par une. Je ne veux aucune trace de calcaire. Allez, hop hop hop. Elle m'a littéralement poussé vers la cuisine américaine ultramoderne. Thibaut, son mari, était là, en train de se battre avec le système de son Bluetooth dernier cri. Il portait une chemise blanche ouverte d'un bouton de trop et des mocassins sans chaussettes. Ah, salut Garance. T'as vu la vue? Pas mal, hein? Ça change de ton appartement sombre en centre-ville. Je n'habite pas dans une grotte, Thibaut, je suis au 2e étage et j'ai de grandes fenêtres, ai-je répondu, tentant de garder mon calme. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Ici, on respire la réussite. Regarde cet espace, regarde cette lumière. C'est ça la vraie vie. J'ai ignoré sa pique condescendante et je me suis mise au travail. Pendant 1h30, j'ai fonctionné en mode automatique. J'ai déballé des cartons, essuyé des dizaines de flûtes à champagne, disposé des verrines de saumon et d'avocat avec une précision chirurgicale, coupé du pain aux noix, arrangé des serviettes en papier en éventail. Sidonie ne faisait que donner des ordres, un verre de vin à la main, vérifiant son maquillage dans le reflet du four toutes les 5 minutes. Garance, attention, ne mets pas les toasts au foie gras à côté du fromage. Tu n'as aucun sens de l'esthétique ou quoi? C'est basique pourtant. Garance, essuie mieux ce verre, il y a une trace de doigt sur le pied. Je veux que tout soit parfait pour quand les collègues de Thibaut arriveront. Je me sentais comme une employée de maison non rémunérée. Je voyais ma sœur et son mari parader dans leur royaume de location, et je sentais une colère froide monter en moi. Pas de la jalousie, non. De l'indignation. Vers 18h30, les invités ont commencé à arriver par vagues. Mes parents sont entrés les premiers, comme des souverains rendant visite à leurs héritiers. Ma mère, Valérie, portait un tailleur Chanel vintage qu'elle avait probablement trouvé dans un dépôt-vente de luxe mais qu'elle portait comme s'il sortait de l'avenue Montaigne. Mon père, Jacques, avait sorti son plus beau blazer bleu marine et une pochette en soie. « Oh ma chérie! C'est splendide !» s'est exclamée ma mère en étreignant Sidonie comme si elle revenait de la guerre. « Quel espace! Quelle lumière! C'est digne d'un magazine de décoration. Je suis si fière de toi. C'est le fruit de notre travail acharné, a déclaré Thibaut avec une fausse modestie qui donnait la nausée. On voulait un endroit qui nous ressemble, qui reflète notre ambition. Mon père a fait le tour du salon, touchant les murs, caressant le dossier du canapé en velours. Ça, c'est de l'investissement. Bravo les enfants. C'est ce que j'appelle réussir sa vie. C'est une location, papa, ai-je rappelé doucement en sortant de la cuisine avec un plateau de gougères chaudes. Ce n'est pas un investissement, c'est une charge. Ils se sont tournés vers moi comme s'ils venaient de remarquer ma présence pour la première fois. L'expression de mon père s'est durcie. « Ah, Garance, tu es là », a dit ma mère sans chaleur. « Merci d'aider ta sœur. Tiens, puisque tu es debout et que tu as le plateau, tu peux nous servir 2 coupes de champagne ?
Et sois gentille, ne commence pas avec tes remarques rabat-joie sur l'argent. Ce soir, on célèbre. Pas de bonjour ma chérie, pas de comment vas-tu, pas de tu es jolie ce soir. Juste une commande de boisson et une réprimande. J'ai senti la colère monter, chaude et piquante, derrière mes yeux. J'ai serré le plateau si fort que mes jointures ont blanchi. C'est là qu'un incident s'est produit. Alors que je m'approchais pour servir une amie de Sidonie, celle-ci a fait un geste brusque en riant aux éclats et a heurté mon bras. Le plateau a vacillé. Une coupe pleine s'est renversée, et le champagne a giclé sur le tapis beige immaculé du salon. Oh mon Dieu! Le tapis! A hurlé Sidonie, comme si on venait d'égorger quelqu'un. Garance! Regarde ce que tu as fait. Tu es d'une maladresse. Vite! De l'eau gazeuse et une éponge. Dépêche-toi avant que ça tâche. C'est un tapis en laine vierge. Tout le monde m'a regardé. La musique semblait s'être arrêtée. J'étais figée une seconde, humiliée. J'étais l'invitée, sa sœur, une professionnelle respectée dans mon domaine, une femme qui gérait des millions d'euros de risques au quotidien, et elle me hurlait dessus devant tout le monde comme si j'étais une souillon incompétente. Ici, je dois vous poser une question cruciale. Soyez honnête dans les commentaires, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous jeté l'éponge au visage de ma sœur et seriez-vous parti en claquant la porte? Ou auriez-vous, comme moi, avalé votre fierté pour éviter un scandale public et préserver la paix familiale? Dites-le moi maintenant, je suis curieuse de savoir si ma réaction a été de la sagesse ou de la faiblesse. J'ai pris l'éponge que Sidonie me tendait agressivement. Je me suis mise à genoux. Et j'ai frotté ce maudit tapis sous les regards condescendants des amis branchés de ma sœur. Je sentais leurs yeux dans mon dos. Je les entendais chuchoter. C'est à ce moment précis que tante Béatrice est entrée. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle a vu la scène, moi à quatre pattes, frottant le sol, Sidonie debout au-dessus de moi en train de me donner des instructions d'un ton sec, et mes parents en train de discuter joyeusement à côté sans même proposer de l'aide. J'ai relevé la tête et croisé le regard de Béatrice. Il était froid, dur, terrifiant. Ce n'était pas de la colère contre moi. C'était une condamnation à mort pour l'ego de ma sœur. Béatrice a ôté ses lunettes de soleil lentement. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu ses mâchoires se serrer. Le compte à rebours avait commencé. 6. La visite guidée de la vanité. Une fois l'incident du tapis résolu, il restait une légère auréole, et Sidonie m'a lancé un regard noir comme si c'était un crime de lèse-majesté, la visite guidée officielle a commencé. Sidonie a rassemblé tout le monde tel un guide touristique dans un musée national. Venez tous, je vais vous montrer le reste de l'appartement. Vous allez adorer la suite parentale, c'est mon coup de cœur. Je suis restée en retrait, un verre d'eau à la main, espérant me fondre dans le mur, mais Thibaut m'a interpellée à travers la pièce. Allez Garance, viens voir. Ne reste pas dans ton coin. Ça te donnera des idées pour le jour où tu décideras de quitter ton trou de souris et d'avoir de l'ambition. J'ai suivi le troupeau, la tête basse. Nous sommes passés par la salle de bain. Marbre italien au sol et au mur. A menti Sidonie avec aplomb. J'ai reconnu immédiatement du carrelage imitation marbre de bonne qualité, mais certainement pas de la pierre naturelle. Mais personne n'a osé la contredire. Ensuite, la chambre d'amis. Qui sera aussi mon bureau créatif, a-t-elle précisé. C'est ici que je vais concevoir mes prochaines campagnes. J'ai besoin d'espace pour que mon esprit vagabonde. Et enfin, la chambre principale. Immense, avec une vue dégagée sur les toits de Bordeaux. Sidonie a ouvert les portes d'un grand dressing aménagé avec un éclairage intégré. Voilà mon petit paradis. Regardez cet espace pour mes chaussures. J'en rêvais depuis toujours. Elle a sorti une robe longue, encore étiquetée, d'une housse de protection. Regardez cette merveille. Une pièce unique d'un créateur parisien. Je l'ai achetée la semaine dernière. Elle coûte une fortune, a-t-elle ri en caressant le tissu. Probablement l'équivalent de 3 ou 4 mois de loyer de Garance. Les invités ont pouffé de rire. Mes joues ont chauffé instantanément. Pourquoi devait-elle toujours tout ramener à moi, à ma supposée pauvreté? C'était maladif, cette obsession de se comparer pour se rassurer. Mais bon,
a continué Sidonie en remettant la robe avec précaution, tout le monde n'a pas le même sens des priorités. Garance préfère mettre son argent dans, je ne sais pas d'ailleurs. Dans quoi tu dépenses ton argent, Garance? Tu ne pars pas en vacances, tu n'as pas de beaux vêtements, tu as une vieille voiture qui pollue. Tu caches un trésor sous ton matelas ou quoi? Elle a dit ça sur le ton de la plaisanterie, pour amuser la galerie, mais ses yeux brillaient de méchanceté pure. Elle voulait m'humilier pour se sentir supérieure. J'économise, ai-je répondu simplement, ma voix tremblant légèrement. J'investis pour mon avenir. Tu économises pourquoi? Pour ta retraite à 30 ans? A raillé Thibaut, se croyant très spirituel. Ou alors tu économises pour t'acheter un vélo électrique d'occasion? C'est ça ton grand rêve américain? L'hilarité générale a repris de plus belle. Je me sentais nue, exposée, ridicule. Ma mère a posé une main sur l'épaule de Sidonie, non pas pour la réprimander, mais pour la soutenir. Ne sois pas méchante, Sidonie. Ta sœur est prudente. C'est une qualité, je suppose, d'être fourmi. Même si un peu de folie ne ferait pas de mal. Regarde-toi, tu rayonnes. C'est ça la vie, profiter de l'instant présent. On ne vit qu'une fois. Exactement, maman. La vie est trop courte pour porter du gris et manger des pâtes tous les jours. J'ai senti une main ferme se poser sur mon bras. C'était tante Béatrice. Elle s'était approchée silencieusement. Elle ne disait rien, mais elle serrait mon bras très fort, comme pour me transférer sa force. Je sentais la tension émaner d'elle comme de l'électricité statique avant un orage. Le dîner est servi, a annoncé Sidonie, toute fière, mettant fin à mon calvaire temporaire. 7. Le banquet des hypocrites. Nous sommes passés à table. Une longue table avait été dressée dans le salon, nappée de blanc, avec des chandeliers et des fleurs fraîches. Les places étaient marquées par des petits cartons calligraphiés. Sans surprise, après avoir cherché mon nom, j'ai découvert que j'étais placée tout au bout de la table, près de la porte battante de la cuisine et juste à côté de l'accès aux toilettes. J'étais coincée entre un cousin éloigné sourd d'une oreille qui mangeait la bouche ouverte, et une collègue de Thibaut qui ne parlait que de son régime sans gluten et de ses chakras. Sidonie et Thibaut trônaient au centre, face à mes parents, au cœur de la conversation. Tante Béatrice était assise en face de moi, à l'autre bout de la table des bannis. Elle n'avait pas décroché un mot depuis son arrivée, ce qui était inhabituel pour elle. Elle observait. Elle écoutait. Elle attendait son heure. Le repas était un buffet traiteur assez prétentieux, des verrines minuscules impossibles à manger proprement, des cuillères de dégustation avec 3 grains d'œufs de limpe, vendus comme du caviar, et beaucoup de salade verte pour remplir l'assiette à moindre coût. Tout était dans l'apparence, très peu dans la substance. C'était une métaphore parfaite de la vie de ma sœur. Pendant le repas, la conversation tournait exclusivement autour de la réussite de Sidonie et Thibaut. C'était le Sidonie Show. Alors, ce projet de campagne publicitaire pour la marque de vin? Demandait mon père. Oh, c'est énorme, répondait Sidonie. Je gère un budget colossal. Il ne jure que par mois. Et le marché immobilier, Thibaut? Renchérissait ma mère. Ça flambe. Je viens de vendre un loft à un footballeur des Girondins. Ma commission sur cette seule vente va nous payer les vacances aux Maldives cet hiver. On va partir 2 semaines dans un resort 5 étoiles. Et moi? Personne ne m'a demandé comment se passait mon travail d'actuaire. Personne ne m'a demandé si j'étais heureuse. J'étais transparente, invisible. Je mangeais en silence, hochant la tête de temps en temps, rêvant du moment où je pourrais partir. Jusqu'au moment des toasts. Le moment où tout allait basculer dans le chaos. 8. Le discours de trop. Le dessert a été servi, des macarons colorés disposés en pyramide. Sidonie s'est levée, une coupe de champagne à la main. Elle a tapoté sur son verre avec une fourchette pour demander le silence. Le tintement cristallin a fait taire les conversations. Merci à tous d'être venus ce soir, a-t-elle commencé, rayonnante, le visage légèrement rougi par l'alcool. C'est un moment très spécial pour Thibaut et moi. Cet appartement, c'est la concrétisation de nos rêves, de notre travail acharné, et de notre goût pour les belles choses. Thibaut s'est levé pour l'embrasser sous les applaudissements polis des invités.
Je voulais remercier nos parents, a continué Sidonie en se tournant vers eux avec émotion, pour nous avoir toujours soutenus, pour nous avoir appris l'importance de l'image, de l'ambition. Pour nous avoir encouragés à viser haut. À ne jamais nous contenter de la médiocrité. Elle a marqué une pause théâtrale. Ses yeux ont parcouru la table et se sont posés sur moi, tout au bout, dans mon coin sombre. J'ai su ce qui allait arriver. J'ai senti mon estomac se nouer, une nausée soudaine monter. Et je voulais avoir une pensée pour ma petite sœur, Garance. Tout le monde s'est tourné vers moi. Les sourires étaient figés, les regards curieux. Je sais que ce soir doit être un peu difficile pour toi, Garance. Voir tout ça, ce luxe, cet espace, cette beauté, alors que tu vis seule dans ton petit 2 pièces sombre. Je sais qu'on te charrie beaucoup, qu'on te taquine, mais c'est pour ton bien. On veut que tu te réveilles. On veut te secouer. Elle a pris un ton de fausse compassion, une voix mielleuse qui était encore plus insultante que ses moqueries directes. Tu sais, Garance, il n'y a pas de honte à avoir moins d'ambition, à être différente. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un T3 standing au Chartron. C'est réservé à une certaine élite, à ceux qui osent prendre des risques. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour, si tu arrêtes d'être aussi radine, si tu écoutes nos conseils et que tu prends des risques, tu pourras toi aussi t'offrir quelque chose de décent. Pas comme ici, bien sûr, mais décent. Des rires ont éclaté autour de la table. Des rires francs, moqueurs, sans pitié. Bien dit. A lancé Thibaut en levant son verre. Allez Garance, souris. A ajouté mon père en riant. Ta sœur a raison, il faut voir grand dans la vie. Ne fais pas cette tête. Sidonie, encouragée par l'hilarité générale et l'approbation de nos parents, en a rajouté une couche, celle de trop. En attendant, si tu as du mal à payer ton loyer ce mois-ci, ou si tu as besoin d'acheter des vêtements qui ne ressemblent pas à des sacs à patates, n'hésite pas à demander. On peut te faire un petit virement. On ne laissera pas la famille dans la misère, n'est-ce pas Thibaut? On a les moyens d'aider les plus démunis. C'était l'apogée. L'insulte suprême. Me traiter d'assisté social, de cas caritatif, alors que je gagnais probablement le double de leur salaire cumulé et que je possédais un patrimoine qu'ils ne pourraient même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Je serrais mon verre d'aussi fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma main. Je voulais hurler. Je voulais leur jeter mes relevés de compte à la figure. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. L'habitude de me taire, de subir, était trop forte. Soudain, un bruit sec a coupé les rires. Clac. C'était tante Béatrice qui venait de reposer son verre de vin sur la table avec une force inouïe. Le bruit de verre contre verre a résonné dans le silence soudain comme un coup de feu. 9. La bombe atomique de tante Béatrice. Béatrice s'est levée lentement. Elle a ajusté le col de sa veste en cuir. Elle a regardé Sidonie droit dans les yeux, puis a balayé la table du regard. Son visage était impassible, mais ses yeux lançaient des éclairs meurtriers. Ça suffit, a-t-elle dit d'une voix calme mais glaciale. Une voix qui ne tolérait aucune contradiction. Ô tante Béatrice, détends-toi, c'est de l'humour. A gloussé Sidonie, un peu nerveuse, sentant le vent tourner. On rigole. De l'humour? A répété Béatrice. Non, Sidonie. C'est de la cruauté. C'est de la méchanceté gratuite. Et c'est surtout de l'ignorance crasse. Elle s'est tournée vers moi. Garance, ma chérie. Je t'avais promis de garder le secret. Tu m'as fait jurer. Mais là, je ne peux plus. Je ne peux plus les laisser t'insulter, te traiter comme une moins que rien, alors qu'ils ne t'arrivent pas à la cheville. Ils ne méritent pas ton silence. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais ce qu'elle allait dire. Je voulais l'arrêter, la protéger, me protéger, mais une autre partie de moi, une partie blessée et vengeresse qui avait été piétinée pendant 29 ans, voulait qu'elle parle. Je suis restée muette, lui donnant tacitement mon accord. Béatrice s'est retournée vers Sidonie, un sourire sardonique aux lèvres. Tu te moques de l'appartement de Garance? Tu te moques de ses économies? Tu penses qu'elle n'a pas les moyens de se payer ton T3 en location à 1800 €? Elle a marqué une pause, savourant l'effet de ses mots. Sidonie,
Est-ce que tu sais pourquoi Garance vit modestement? C'est parce que tout son argent, absolument tout, elle l'investit. C'est pour ça qu'elle a acheté, comptant je précise, sans aucun crédit, cette villa en pierre de taille de 250 mètres carrés à Le Bouscat l'année dernière. Silence. Un silence absolu, total, épais. On aurait pu entendre une mouche voler à l'autre bout de la pièce. Le sourire de Sidonie s'est figé, se transformant en une grimace grotesque. La fourchette de ma mère est tombée dans son assiette avec un bruit métallique assourdissant. Quoi? A fini par articuler Thibaut, la bouche ouverte, l'air complètement perdu. Tu as bien entendu, a continué Béatrice, implacable. Une maison de maître. 7 pièces. Piscine. Jardin de 800 mètres carrés. Quartier Tivoli-Le Bouscat. Tu connais le marché, Thibaut, tu es agent immobilier, non? Tu as une idée de combien ça vaut? 1,2 million? 1,3 million? Thibaut a blêmi. Il savait. Il connaissait les prix. C'était une fortune. C'est impossible, a bégayé Sidonie, tremblante. Elle ment. Tante Béatrice, tu es ivre. Garance est fauchée, elle compte ses centimes pour acheter du pain. Elle n'a même pas de quoi s'acheter des fringues correctes. Béatrice a sorti son téléphone de sa poche avec un calme olympien. Je m'y attendais. Je savais que tu n'irais. Heureusement, j'ai les photos de la signature chez le notaire. J'y étais. J'étais son témoin. Elle a tapoté sur son écran, puis, dans un geste de génie maléfique que je n'aurais jamais cru possible de sa part, elle a utilisé la fonction de partage d'écran pour projeter son téléphone sur la grande télévision connectée du salon, celle-là même dont Thibaut était si fier. L'image est apparue en grand, en haute définition, dominant la pièce. C'était moi. Je portais un tailleur simple, mais je tenais un énorme trousseau de clés anciennes. Je me tenais devant une magnifique demeure en pierre blonde, avec un immense portail en fer forgé et des volets bleus. Je souriais timidement à côté du notaire. Puis une autre photo a défilé, moi signant l'acte authentique de vente, stylo en main. Et une dernière, une vue plongeante sur la piscine et le jardin magnifiquement entretenu. C'est la maison rue de la Libération? A murmuré Thibaut, choqué, se levant de sa chaise comme un automate. Celle qui s'est vendue l'an dernier en off-market? C'était toi l'acheteuse mystère? On en a parlé à l'agence, on cherchait qui avait raflé la mise. J'ai levé la tête. Pour la première fois de la soirée, pour la première fois de ma vie, je les ai regardés dans les yeux sans baisser le regard. Je n'avais plus honte. Je n'avais plus peur. Oui, c'est moi, ai-je dit d'une voix claire qui a traversé la pièce. Ma mère s'est levée, tremblante, s'appuyant sur la table. Une villa? Mais Garance, comment? Où as-tu trouvé l'argent? Tu as gagné au loto? J'ai travaillé, maman. J'ai investi. J'ai commencé à 23 ans. J'ai cet appartement en tout à Bordeaux. La villa est le dernier. Le reste, ce sont des studios étudiants. Je suis propriétaire de tout. Cet appartement? A hurlé Sidonie, sa voix montant dans les aigus, au bord de l'hystérie. 7. Et tu me laisses payer le champagne? Tu me laisses t'offrir le dîner comme si tu étais une pauvresse? Tu me laisses me ridiculiser? Je ne t'ai rien demandé, Sidonie, ai-je répliqué froidement. Tu as supposé que j'étais pauvre parce que je ne porte pas de vêtements de marque. C'est ton préjugé, pas ma réalité. Tu n'as jamais posé de questions. La salle était en ébullition. Les amis de Sidonie chuchotaient frénétiquement, me regardant soudain avec un respect nouveau et un intérêt vorace. L'aura de reine de la soirée de Sidonie venait de s'évaporer instantanément, remplacée par l'image d'une petite fille gâtée et ignorante qui jouait à la dinette pendant que sa sœur bâtissait un empire financier. « Tu m'as humiliée !» a crié Sidonie, les larmes jaillissant de ses yeux. « Tu as fait exprès. Tu es venu ici pour me voler ma vedette. C'est mon soir. » Je n'ai rien dit, Sidonie. C'est toi qui n'as pas arrêté de m'attaquer toute la soirée. C'est toi qui as voulu faire de moi le dindon de la farce. C'est le retour de bâton. Sortons, a dit mon père d'une voix grave et terrible, se levant brusquement. Dans la cuisine.
Tout de suite. Garance, Sidonie, Valérie. On doit parler. Maintenant. X, le tribunal de la cuisine. Nous nous sommes entassés dans la cuisine design. L'ambiance était étouffante, chargée d'une violence émotionnelle palpable. Sidonie pleurait bruyamment, son mascara coulant sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme, pâle et tremblante. Mon père était rouge de colère, les veines de son cou saillantes. « Explique-toi. » a tonné mon père en fermant la porte coulissante. « Comment as-tu pu nous cacher ça? Nous sommes ta famille. Une telle richesse, ça se partage. Ça se discute. Tu nous as menti pendant des années. Ça se partage? » ai-je répété, incrédule, un rire nerveux m'échappant. « Papa, tu es sérieux? Quand Sidonie a eu sa promotion, tu as organisé un dîner au restaurant pour célébrer. Quand j'ai eu ma certification d'actuaire, tu m'as envoyé un SMS avec un smiley pouce en l'air. Vous ne vous êtes jamais intéressé à ma vie. Jamais. Vous ne m'avez jamais demandé si j'avais des projets, des rêves. C'est faux. » a protesté ma mère, la main sur le cœur. « On t'aime autant que ta sœur. On a toujours été fiers de toi. Non maman, arrête de mentir. S'il te plaît, pour une fois, sois honnête. Vous aimez l'image de Sidonie parce qu'elle vous ressemble. Elle est brillante, elle est visible. Vous aimez le brillant, le faux. Moi, je suis trop réelle pour vous. Je vous rappelle vos échecs. Je vous rappelle ce que vous auriez pu être si vous aviez été discipliné. Nos échecs? De quoi tu parles? A sifflé mon père, menaçant. Je t'interdis de nous parler sur ce ton. Je parle de la nuit de mes 12 ans, papa. Quand je t'ai entendu pleurer dans cette cuisine parce que les huissiers allaient venir. Quand j'ai su que vous aviez flambé l'héritage de grand-mère dans des voitures et des vacances pour épater la galerie, au lieu de payer la maison. Ils se sont figés. Ils ne savaient pas que je savais. Le secret de leur honte était exposé. C'est pour ça que je suis devenue radine, comme vous dites, ai-je continué, les larmes de 20 ans de frustration montant enfin aux yeux. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de finir comme vous, à trembler devant une boîte aux lettres, terrifiée par les factures. Alors j'ai construit ma forteresse. Toute seule. Sans votre aide. Et certainement pas pour que vous veniez maintenant me reprocher de ne pas payer les dettes de Sidonie. Sidonie a relevé la tête, le visage déformé par la haine et la jalousie. Tu es une égoïste. Une sale égoïste. Moi je galère, tu le sais. J'ai des crédits sur le dos, ce déménagement nous a coûté une fortune, on est à découvert de 3 000 €. Et toi tu dors sur un tas d'or et tu me regardes couler. Tu es monstrueuse. Tu as 32 ans, Sidonie. Tu gagnes bien ta vie. Si tu es à découvert, c'est parce que tu achètes des robes à 800 € et que tu loues un appartement que tu ne peux pas payer. Ce n'est pas à moi de financer tes caprices et ton besoin maladif de paraître. Je ne suis pas ton banquier. Tu es un monstre. A-t-elle hurlé en se jetant presque sur moi, retenue par ma mère. Sors de chez moi. Sors. Je ne veux plus jamais te voir. Avec plaisir, ai-je dit calmement, retrouvant une sérénité glaciale. J'ai posé mon verre de champagne, encore plein, sur l'îlot central. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils avaient l'air vieux, soudainement. Vieux, vaincus et pathétiques. Ils réalisaient qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval toute leur vie, et que le cheval gagnant venait de quitter l'écurie. Ah, et au fait, ai-je ajouté en me tournant vers Sidonie, la main sur la poignée de la porte. La machine à café que je t'ai offerte? C'est une Jura. Elle vaut 1 200 €. C'est le prix de ta robe. Essaie de ne pas la casser, elle durera plus longtemps que tes dettes. Je suis sortie de la cuisine. J'ai traversé le salon où le silence est retombé instantanément sur les invités gênés. J'ai fait un signe de tête à tante Béatrice qui souriait fièrement dans son coin, savourant sa victoire, et j'ai quitté l'appartement sans me retourner. 11. L'effondrement du château de cartes. L'ascenseur est descendu vers le rez-de-chaussée. Une fois dans la rue fraîche de Bordeaux, j'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi doux, aussi pur. Je tremblais de tous mes membres,
le contre-coup de l'adrénaline, mais je me sentais légère. Incroyablement légère. Le secret était sorti. Le masque était tombé. Je n'étais plus la petite sœur effacée. J'étais libre. J'ai conduit jusqu'à chez moi, dans mon petit appartement que j'aimais tant. J'ai ouvert une bouteille de vin, un bon Saint-Émilion Grand Cru, parce que je suis économe, pas ascète, et que je sais apprécier la qualité, et j'ai appelé Béatrice pour la remercier. Nous avons ri, un rire libérateur, en repensant à la tête de Thibaut quand il a vu la photo de la villa. Les jours suivants ont été un tourbillon. Mon téléphone a explosé de messages. Des cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans m'appelaient pour me féliciter, et subtilement, me demandaient des conseils d'investissement ou sonder si je prêtais de l'argent. Mes parents m'ont envoyé des messages d'excuses maladroits, alternant entre culpabilisation, on est une famille, on doit se pardonner, et tentative de rapprochement, on aimerait voir ta maison. Je n'ai répondu à rien. J'avais besoin de temps. Mais le plus dramatique, c'est ce qui est arrivé à Sidonie. La réalité l'a rattrapée avec la violence d'un train de marchandises. La nouvelle de ma richesse et de son humiliation s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur cercle social bordelais, où tout le monde se connaît. Savoir que Sidonie vivait au-dessus de ses moyens, qu'elle était jalouse et méchante, et que sa sœur Cendrillon était la vraie millionnaire a fait d'elle la risée de ses amis superficiels. L'image qu'elle avait mis des années à construire s'est effondrée en une soirée. Un mois plus tard, j'ai appris par Béatrice que Thibaut et Sidonie se séparaient. Les tensions financières, exacerbées par la soirée désastreuse et la honte publique, avaient eu raison de leur couple fragile. Thibaut, furieux d'avoir été humilié devant ses collègues et réalisant qu'il ne pourrait jamais compter sur mon argent pour éponger ses dettes, avait quitté l'appartement. Sidonie, incapable de payer le loyer de 1 800 € seule avec son salaire, et criblée de dettes de cartes de crédit, a dû rendre les clés de son palais des Chartrons. Elle a été contrainte de retourner vivre chez nos parents, dans son ancienne chambre d'adolescente. La chute était brutale. De la princesse mondaine à la « Tanguy » de 32 ans, ruinée et divorcée. Le karma avait frappé. 12. La rédemption par la vérité. 3 mois après la crémaillère, un dimanche après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Sidonie. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Elle avait l'air changé. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval simple, elle avait des cernes profonds sous les yeux. Elle portait un jean et un pull simple. Elle semblait plus petite, plus fragile. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé d'une voix éteinte, sans oser me regarder en face. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Elle a regardé mon appartement. Pour la première fois, elle n'a fait aucune remarque désobligeante. Elle a juste observé le calme, les livres, la sérénité du lieu. « C'est apaisant ici », a-t-elle dit. Je lui ai servi un café avec ma vieille cafetière italienne. Nous nous sommes assises en silence. « Je suis désolée, Garance », a-t-elle dit après un long moment, sa voix se brisant. Pour tout. Pour la soirée. Pour toutes ces années. J'étais jalouse. Je savais, au fond de moi, que tu étais plus intelligente, plus stable. Que tu avais quelque chose que je n'avais pas. Alors je t'attaquais sur le seul truc que je pensais avoir de plus que toi, le style, l'apparence. C'était ma seule défense. Elle a pleuré. Des vraies larmes, cette fois. Pas des larmes de crocodile pour obtenir quelque chose. Des larmes de regret. Je suis endettée jusqu'au cou, a-t-elle avoué en essuyant ses joues. J'ai 15 000 € de dette revolving. Je suis fichée à la Banque de France. Je ne m'en sors pas, papa et maman ne peuvent pas m'aider, ils n'ont rien de côté, tu avais raison sur toute la ligne. Je suis perdue. Elle a levé les yeux vers moi, honteuse mais sincère. Je ne viens pas te demander de l'argent. Je te le jure sur ma vie. Je sais que je ne le mérite pas. Je viens te demander, comment tu fais? Comment on fait pour gérer? Apprends-moi, s'il te plaît. Aide-moi à devenir adulte. J'ai regardé ma sœur, brisée, humble pour la première fois de sa vie. J'aurais pu l'écraser. J'aurais pu lui dire je te l'avais bien dit et savourer ma victoire. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas la personne que je voulais être. Je ne te donnerai pas un centime, Sidonie,
ai-je dit fermement. Parce que te donner de l'argent ne t'aiderait pas, tu le dépenserais pour combler un vide. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider à faire un budget. On va couper tes cartes de crédit, littéralement, avec des ciseaux. On va vendre tes sacs de luxe et tes robes de créateur sur Vinted pour rembourser tes créanciers. On va restructurer tes dettes. Ça va être dur. Tu vas devoir vivre comme moi pendant 2 ou 3 ans. Fini les restaurants, fini le shopping. Tu es prête à ça? Elle a hoché la tête vigoureusement. Oui. Je suis prête. Je veux m'en sortir. Je veux être libre, comme toi. Cela fait maintenant 6 mois. Sidonie travaille dur. Elle a vendu sa garde-robe de luxe, ce qui a permis de rembourser une bonne partie de ses dettes les plus urgentes. Elle vit toujours chez nos parents, mais elle économise pour prendre un petit studio. Un vrai studio qu'elle pourra payer elle-même. Nos relations ne sont pas devenues idylliques du jour au lendemain, il y a encore des cicatrices, mais il y a du respect. Elle ne se moque plus jamais de mes vêtements gris. Elle me demande conseil. Quant à mes parents, ils ont appris une dure leçon. Ils essaient de se rapprocher de moi, mais je garde mes distances saines. Je leur ai pardonné, pour ma propre paix intérieure, mais je n'oublie pas. L'argent a changé leur regard sur moi, mais il n'a pas acheté ma confiance. Cette histoire m'a appris que la vraie richesse, ce n'est pas le chiffre sur votre compte en banque. C'est la liberté de dire non. C'est la capacité de dormir sur ses 2 oreilles sans craindre le lendemain. Et surtout, c'est l'authenticité. Sidonie avait un appartement de rêve et une vie de cauchemar. J'avais un appartement modeste et une vie de rêve, parce qu'elle m'appartenait vraiment. Parfois, il faut une explosion, un drame, une humiliation publique pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur des bases saines. Je ne regrette rien de cette soirée. Tante Béatrice avait raison, il fallait crever l'abcès pour guérir. Et vous? Avez-vous déjà caché votre succès pour vous protéger de votre entourage? Ou avez-vous été jugé sur votre apparence modeste alors que vous valiez bien plus que ce que les gens pensaient? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je lis tout le monde et je réponds souvent. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette colère et ce soulagement final, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la roue finit toujours par tourner et que l'humilité finit toujours par payer. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, l'habit ne fait pas le moine, et le locataire du T3 n'est pas toujours celui qu'on croit être le plus riche. À bientôt pour une nouvelle histoire.